Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Charles Juliet, qui publie Apaisement, journal 7, 1997-2003, chez POL. Tout ce que j'écris est tiré de ce que je vis. De temps en temps, vous publiez des poèmes, Charles Juliet, à d'autres moments, des romans, des récits, des entretiens. Mais c'est par le journal que l'aventure littéraire a commencé. Le premier livre que vous avez publié, c'est déjà Paul Tchaikovsky-Laurence qui l'a publié, était le premier volume de votre journal. Exact, oui. À l'époque, je n'avais rien d'autre à proposer à l'éditeur. Et c'est vrai que, en fait, j'ai toujours tenu un journal sans tellement m'en rendre compte. Au tout début, j'écrivais ces toutes petites notes, vraiment par besoin. Et elles étaient uniquement centrées sur mon activité intérieure. Je ne parlais jamais de mon quotidien, parce que ce quotidien, je le connaissais, donc je n'avais pas à en parler. Mais il fallait que j'intervienne en moi pour me connaître et savoir un peu qui j'étais. Donc une sismographie, voilà, des mouvements intérieurs. Voilà, oui. Alors le livre qui paraît aujourd'hui, c'est le 7e volume du journal. J'ai insisté sur les notes, sur les dates dans l'énoncé de l'émission, 1997-2003, pour bien montrer que il vous a fallu tout de même 10 ans pour rendre public ce que vous avez terminé oui, mais en 2003. Voyez-vous, ça n'a rien de délibéré. Sans doute j'écrivais autre chose, ou peut-être je m'étais éloigné de chez moi. Enfin bon, donc je laisse traîner les choses souvent, et voilà, ça se produit comme cela, mais ça n'est pas voulu du tout. Il y a urgence, puisque vous parliez de besoin tout à l'heure, à écrire une note, mais il n'y a pas urgence à la faire paraître. Voilà, oui. Vous voyez, j'écris ces notes comme ça, au long des jours, au long des mois, et puis voilà. Puis si j'écris autre chose par ailleurs, eh bien évidemment, je m'éloigne du journal, je l'oublie un peu, ce qui est bien. Et puis j'y reviens, et puis un jour, POL me dit « Mais alors, que fais-tu ? Il y a longtemps que tu ne m'as rien donné. » Et c'est comme ça que les choses se décident. Le journal, c'est pas une écriture sous contrainte. Ah non, surtout pas, surtout pas. Pas de règle. Pas de règle, ni pour la longueur des notes, ni quant au choix des sujets. J'accepte simplement ce qui se propose à moi, ce qui me vient, ce que je peux voir, ce que je peux vivre, une rencontre que je peux faire. Et donc, voilà, les notes s'écrivent comme cela, sans jamais rien forcer. Est-ce que le lecteur doit avoir la certitude que tout ce qu'il lit est vrai ? Je l'espère, parce que rien n'est pire que de mentir, que d'inventer des histoires, que de se perdre dans des fictions. Non, moi j'ai toujours refusé le rôle de l'imagination dans ce que j'écrivais. Comme vous le disiez au départ, j'écris ce que j'ai vécu, et bien voilà, c'est tout. Et pourtant vous êtes
critique quelquefois sur ce que vous écrivez dans le journal. Vous vous reprochez de manquer à certains moments de rigueur. Peut-être porté par cette liberté de l'écriture que le journal autorise. Oui, j'essaye d'être libre, mais en même temps, si, j'essaye d'avoir évidemment une exigence rigoureuse. Pour moi, une note de journal, c'est une sorte de témoignage, la concrétion de ce que je vis. Et donc, voilà, je note vraiment ce qui m'est donné, ce qui me vient, ce que la vie me propose finalement. Est-ce qu'une note du journal peut être le déclic dans votre vie intérieure à un événement quelconque? Ah non, c'est toujours la vie qui vient à moi et qu'après je vais fixer dans des mots, mais non, je ne suis jamais parti d'une note pour aller à la rencontre de la vie. Non, jamais. Il y a à la fois cette nécessité d'écrire le journal, puisque oui. vous n'avez pas baissé les bras depuis tant d'années, et en même temps, l'importance limitée que vous semblez, en tout cas dans certaines notes du journal, à lui accorder, puisque vous faites la confidence, par exemple, que jamais ça ne vous viendrait à l'idée de vous relire. Oui, je n'ai pas envie de me relire. On arrive à être tellement fatigué de soi-même que je n'ai vraiment aucune envie de me relire. Voilà, le journal, c'est une manière un peu, bien sûr, sans doute dérisoire, de lutter contre l'impermanence de la vie. Moi, je suis très, très sensible à l'éphémère. Et en réaction, bien sûr, j'aimerais pouvoir atteindre... Très souvent, c'est ce que je recherche. Je recherche l'intemporel, l'illimité. Et parfois, évidemment, l'écriture ou un poème me permettent d'accéder, d'approcher plus exactement à ce que je recherche. J'ai toujours recherché à m'unifier, donc à atteindre ce qu'on appelle l'un. Et toute ma démarche est axée dans ce sens et avec cet objectif. Qu'est-ce que vous appelez l'éphémère ? C'est précisément ce qu'on vit au jour le jour et qui va s'effacer tout aussitôt. Le temps efface tout, engloutit tout. Et écrire, vous le savez bien, c'est aussi une manière d'essayer de lutter contre le temps. Et donc contre la mort aussi, bien sûr. L'éphémère étant, selon quelques sages grecs, justement ce qui ne veut pas mourir. Voilà, peut-être. Moi, c'est comme cela que je le ressens. D'ailleurs, forcément, on est embarqué dans la vie et c'est le temps qui nous domine. Et donc, cela, on peut le vivre, chacun a sa manière de le vivre. On peut être indifférent ou parfois, pour certains, ça peut être une condition qui est douloureuse à vivre. Le journal est révélateur d'un parcours ? Ah oui, obligatoirement. Moi, je vois ces différents tomes que j'ai écrits se situent tous sur une même ligne. J'ai toujours été aux prises avec les mêmes aspirations, les mêmes besoins, le même désir de mettre à l'abri un peu du temps ce que je pouvais vivre. Bien sûr, ça peut paraître tellement dérisoire et je le sens et je le vis tout cela. Il y a une contradiction, mais c'est ainsi. Et par ailleurs... Si on ne fait pas cela, je veux dire, on est bien obligé d'essayer de convertir sa vie en quelque chose. Au tout début de ce nouveau volume du journal, Charles Julier, vous confiez que vous êtes resté longtemps un adolescent. Exact. Quelqu'un de passionné. Oui. En quête d'absolu. Peut-être, oui. Rester longtemps, je ne sais pas si vous êtes resté longtemps, je pense que vous êtes toujours un adolescent. Ça se pourrait, je n'ose pas trop l'avouer vu mon âge, mais c'est vrai que souvent, encore maintenant,
j'ai des réactions d'adolescents, des engouements, des passions. Voilà, mais c'est ainsi et peut-être que ça va m'accompagner jusqu'à la fin de ma vie, cet état-là. Un peu de vulnérabilité aussi? Bien oui, elle est nécessaire, cette vulnérabilité, parce que si elle n'était pas là, eh bien, on serait indifférent à tout, et ce n'est pas mon cas. L'adolescent, il a aussi des engouements successifs. Oui. C'est votre cas? Bien sûr, j'ai eu parfois, oui, ces engouements pour des écrivains, pour certaines œuvres, et je crois que ça continue quand même. Je garde ma curiosité, mon envie de découvrir des choses nouvelles, bien sûr, bien sûr. La vie vous a appris à voir aussi les choses différemment. Oui, forcément, au fur et à mesure où on évolue, où la maturité arrive, on arrive à avoir peut-être sur les choses, sur soi-même avant toute chose, sur les choses, sur le monde, sur autrui, un regard beaucoup plus clair, plus distancé, donc plus lucide. Et c'est ce que j'apprécie vivement, de voir les choses, voilà, je dirais avec objectivité, enfin, dans la mesure où on peut prétendre à atteindre l'objectivité. Vous diriez aujourd'hui avec objectivité et apaisement? Oui, bien sûr, cet apaisement, il a été long à apparaître, puisque pendant de longues années, j'ai été aux prises avec voilà, certains problèmes, certaines difficultés qui m'ont longtemps poursuivi. Il y avait des tourments? Voilà, bien sûr, des tourments, des effondrements, de l'effroi, des perturbations, des grandes peurs aussi, de la haine de soi, etc., bien sûr, mais... Vous l'avez surmonté? Voilà, enfin, je ne l'ai pas surmonté, mais je suis parvenu, je crois, à comment dirais-je, à dissoudre tout cela, à en attaquer la cause pour tenter de m'en libérer. Peut-être qu'on ne s'en libère pas totalement, mais du moins, on arrive à faire en sorte que tous ces facteurs-là n'interviennent pas pour déterminer votre vie et vos comportements. Comment on y arrive à lutter contre les forces obscures? C'est un très long travail, très lent, très douloureux, mais il faut avoir ce regard intérieur qui fouille à l'intérieur de soi, de la conscience, de la mémoire, de l'inconscient. Je crois qu'on ne peut mener à bien ce travail si on est littéralement habité par ce besoin de connaissance. Je crois que si on n'a pas ce besoin, qui doit être évidemment irrépressible, eh bien, je ne crois pas qu'on puisse vivre cette aventure de la quête de soi. Donc ce sont les livres que vous avez écrits, les notes du journal, où vous notez à la trace les mouvements de votre vie intérieure, et puis aussi les lectures que vous avez faites, qui vous ont permis, sans doute, bien sûr, de pouvoir écrire aujourd'hui un livre intitulé « Apaisement ». Bien sûr, j'ai beaucoup lu les mystiques, j'ai souvent eu l'occasion de le dire, les mystiques de toute tradition. J'ai beaucoup lu aussi, oui, de textes sur le taoïsme, sur le bouddhisme, sur le zen. Beaucoup lu les mystiques de tradition catholique. Je me suis beaucoup intéressé à Hadewige d'Anvers, cette mystique flamande du XIIIe siècle. Et puis, j'ai surtout beaucoup lu aussi Krishnamurti, qui m'a évidemment énormément apporté et sans qui je n'aurais pas fait le chemin que j'ai fait si je n'avais pas rencontré ces ouvrages. Il y a beaucoup de noms d'écrivains, de poètes dans ce volume. Hölderlin, par exemple, on y reviendra peut-être. Oui. Il y a des peintres aussi qui ont beaucoup compté pour vous. Oui. Cézanne. Oui, avant tout, oui. Mais Bram van Velde, oui. D'autres encore. Mais le premier nom qui apparaît dans Apaisement, c'est celui de Chet Baker. Ah oui, bien sûr. C'est donc ce jazzman qui était donc, comme on le sait, un trompettiste
Une fois, j'avais eu la chance à Paris d'assister à un de ses concerts. On était très très peu nombreux, c'était très intime. Mais je sais que je n'avais jamais réussi à croiser son regard parce que son regard était toujours dirigé vers le sol, de même que sa trompette aussi. Et c'est un homme qui a eu une vie tragique en raison de la drogue. Je suppose qu'aussi il s'est suicidé. Enfin, c'est l'idée qui est admise. Eh bien oui, je suis très touché par son chant, par sa voix, très très étouffée, très très intime. Et ça, c'est vraiment le genre de jazz qui me touche au plus haut point. Donc je l'ai beaucoup écouté, je le réécoute, et c'est vrai que c'est un de ces artistes qui est en moi et auquel j'ai plaisir à penser. Un artiste dont la souffrance a nourri l'art. Voilà, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je crois que voilà, il était aux prises avec la drogue toute sa vie. Ça a été vraiment pour lui une tragédie. Et puis en même temps, je crois que c'était peut-être pour faire face à une trop grande souffrance qu'il avait besoin de cet adjuvant-là. Voilà, il y a beaucoup d'artistes comme ça qui sont parfois, on pourrait presque dire, dépassés par leurs dons, qui ont un grand talent et qui peut-être n'ont pas réussi à se construire et qui, dès qu'ils sont livrés à eux-mêmes, sont peut-être perdus, tout peut-être parfois la boisson ou la drogue. La souffrance, vous diriez, vous aussi, qu'elle a nourri une partie de vos écrits? Oui, 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 bien sûr. C'est vrai que pendant longtemps, oui, j'ai été aux prises avec une profonde souffrance. C'est elle qui me dictait ces notes, ces poèmes que j'ai écrits. Elle impliquait que j'use d'une parole nue, sans aucune recherche, sans aucune fioriture. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire, en dehors de toute référence littéraire. C'était ma souffrance qui me dictait ce que j'écrivais. Aujourd'hui, c'est l'apaisement. Voilà, bien sûr, mais bien des années ont passé, bien des années ont passé. Ça signifie aussi que, grâce à cette aventure intérieure, vous êtes devenu vous-même. Bien sûr, c'est ce que j'ai eu à chercher, sans le savoir, pendant de longues, longues années, puisque, je t'ai déjà expliqué, après être resté 11 ans sous l'uniforme militaire, eh bien, j'avais subi toutes sortes d'influences et que j'éprouvais le besoin de rejeter ces influences pour devenir véritablement moi-même. Et ça a été effectivement une longue aventure. Justement, considérons le passé. Vous dites dans le livre votre émotion quand vous retournez dans cette école, la caserne, où vous avez passé quand même 8 ans. Oui. De 12 à 20 ans. Bien sûr, une fois, j'avais eu l'occasion d'y retourner parce qu'on fêtait l'anniversaire de l'implantation de l'école dans cette ville d'Aix-en-Provence. Et là, j'avais retrouvé plein de copains, plein d'amis. Évidemment, ça m'avait profondément remué parce que parfois, j'avais des liens très forts avec certains copains qui avaient été donc mes copains pendant toutes ces années-là. Donc, il y avait entre nous une véritable fraternité. Et lorsqu'après, j'ai été loin de cette école, eh bien, pendant 2 ou 3 ans, j'ai beaucoup souffert de ne plus connaître cette fraternité-là. Au détour d'une note, vous citez Marguerite Yourcenar. Quand on aime la vie, écrit-elle, on aime le passé parce que c'est le présent tel qu'il a survécu dans la mémoire humaine. Voilà. Mais j'ai l'impression que vous n'aimez pas, vous, tout de votre passé. Ben oui, bien sûr, quand il y a eu parfois des problèmes, des moments douloureux, il n'y a pas lieu de s'y attarder. Il ne faut surtout pas, évidemment, se complaire dans la souffrance. Et moi, je pense que je ne me suis jamais complu dans la souffrance parce qu'elle était trop violente.
Mais oui, j'ai toujours fait tout ce que je pouvais pour me détacher de ces mauvais moments-là, bien sûr, bien sûr. Grâce à l'écriture. Oui, l'écriture, pour moi, elle a été quelque chose d'absolument essentiel, fondamental. C'est sur l'écriture que j'ai fondé ma vie, simplement parce que j'y ai été obligé. Et voilà, c'est ainsi que les choses se sont passées, mais il y a dedans aucun volontarisme, bien sûr. Est-ce qu'il peut y avoir une aventure intérieure sans écriture? Ah, bien sûr, oui, bien sûr. Beaucoup de personnes vivent une même aventure. Cette même aventure, sans avoir l'écriture, elle peut se vivre de toutes les manières possibles, en ayant un autre support ou même sans aucun support. Il peut y avoir, j'en ai rencontré, des personnes, je dirais même extrêmement simples, sans culture, et qui avaient vécu cette aventure-là avec beaucoup de rigueur. Mais dans ce domaine, il n'y a aucune règle. Tout est fonction, évidemment, de l'histoire de chacun, de sa sensibilité, des événements qu'il a traversés. Pour certaines personnes, cette quête de soi se passe, je dirais, sans grands à-coups, sans graves perturbations. Et puis pour d'autres, eh bien, évidemment, ce sont des grands bouleversements intérieurs qui sont très douloureusement vécus. On donne des étiquettes généralement aux écrivains. C'est un romancier de ceci, un romancier de cela. Vous, ouais. On dit c'est l'écrivain de l'aventure intérieure, de la quête de soi. Est-ce que ça ne vous gêne pas de... Non, pas du tout, parce que c'est très exact. c'est ce qui a vraiment gouverné toute mon écriture, toute ma vie. Donc il n'y a pas lieu que je refuse cette manière de me désigner. Cette aventure, elle m'a été vraiment imposée, vraiment. Et je n'ai pu que me soumettre à cette nécessité-là. Beaucoup de choses ont changé au fil du temps, au fil de votre parcours d'écrivain. Vous le dites du reste dans le livre. Vous avez l'impression que avant, vous écriviez à l'instinct, que vous avanciez à tâtons. Oui, bien sûr. Alors que maintenant, quand vous écrivez, vous vous préoccupez d'être direct, concis. Vous cherchez le mot juste, l'expression adéquate. Oui, mais ça, je crois qu'on peut le dire à peu près de chaque écrivain, cette nécessité d'avoir une expression rigoureuse, parce que elle est vraiment indispensable quand on veut essayer de cerner les mouvements intérieurs qui nous traversent. Voilà, j'ai toujours eu ce besoin d'une écriture effectivement précise et concise. Mais pendant longtemps, j'écrivais de cette manière sans trop savoir pourquoi ni comment. C'était simplement, encore une fois, la nécessité qui m'imposait cette écriture assez nue. Mais maintenant, je comprends mieux le pourquoi. Qu'est-ce qui se passe quand vous ne trouvez pas le mot juste ? Eh bien, il faut le chercher, ça n'est pas toujours facile, mais toute écriture, elle impose des contraintes. Enfin, je veux dire que, du moins c'est mon cas, le travail est très, très laborieux, très, très lent. Je reprends beaucoup ce que j'écris. Je voudrais arriver à des textes où chaque mot paraisse inévitable. Donc il faut, je crois, beaucoup travailler pour arriver à ce que le texte qu'on écrit vous donne le sentiment qu'il n'y a plus rien à retoucher. Même les notes de journal. Oui, bien sûr, parce que quand parfois je dois écrire un peu, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, où je dois griffonner simplement dans un carnet une note trop rapidement écrite, je n'hésite pas à la reprendre simplement pour qu'elle soit mieux écrite. Je n'en altère pas le contenu, mais je veux que ce soit correctement écrit. Mais quand il s'agit de faire avec ces notes un livre, alors c'est une autre histoire. Est-ce que vous les reprenez en fonction du livre, c'est-à-dire d'une lecture continue ? Non. De toute manière, je pense que ce que j'écris est quand même très, très unifié, donc je n'ai pas à rectifier quoi que ce soit.
Est-ce que vous êtes attentif au rythme? Très, très. Le rythme est pour moi essentiel, essentiel. Mais je n'ai pas à le chercher, il est en moi comme une respiration tout à fait naturelle. Mais j'y suis très attentif, donc très attentif à la sonorité des mots, à la musicalité du texte, très attentif. Donc ce qui a changé, c'est la lenteur par rapport à la période où vous avanciez à tâtons. Oui, mais la lenteur, elle est toujours là parce que plus on avance, plus on est exigeant, plus on cherche à aller loin dans le travail. Et voilà, c'est à la fois un peu de plaisir, mais c'est à la fois aussi beaucoup de comment dirais-je, d'angoisse, de lutte. C'est une lutte pour moi, l'écriture. Nous parlions de l'adolescence tout à l'heure. Oui. L'adolescent est impatient, généralement. Oui. Vous semblez plutôt patient. Peut-être, mais pendant longtemps, justement, j'ai été très impatient et c'est ce qui faisait que pendant très longtemps, je n'arrivais pas à écrire parce que, justement, il y avait trop d'impatience, trop d'émotions, un trop grand désir de bien faire. Enfin, j'étais constamment en lutte avec toutes sortes de problèmes. Et là, l'écriture, bien sûr, elle ne pouvait pas sourdre. Donc, il y a eu beaucoup de tentatives, beaucoup d'échecs, beaucoup de textes détruits, mais c'est ainsi. Dans les premiers volumes du journal, vous parliez souvent de l'échec, de la peur de l'échec. Est-ce que cette peur vous a quitté aujourd'hui? Oui, elle m'a quitté. Maintenant, d'ailleurs, j'ai fait un grand bond en avant le jour où j'ai accepté d'échouer. Parce que je crois que quand on écrit, on ne parvient jamais à vraiment à restituer ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Donc, ce qu'on écrit est forcément inférieur à ce que l'on vit. Et donc, un jour ou l'autre, il faut l'accepter. Et maintenant, je l'accepte. Le livre est traversé, si on peut dire, par des apparitions, enfin, des grandes figures qui sont là, des écrivains que vous aimez. Tout à l'heure, vous parliez de mouvement intérieur. Nathalie Sarraute est citée, une grande dame, dites-vous, une œuvre importante. Oui, bien sûr. Hein, c'est comme ça que vous la saluez. Bien sûr. Oui, elle a une œuvre importante, extrêmement rigoureuse. Malgré tout, je trouve qu'il y manque un peu de lyrisme, de liberté, de spontanéité, mais on ne peut pas exiger d'une œuvre qu'elle est aussi... qu'elle est tout et son contraire, enfin. Bien sûr. Duras, bien sûr. Oui, j'ai lu Duras, oui, bien sûr, oui. Et Léris, Michel Léris, mais oui, Michel Léris. Mais c'est vrai que je m'étais passionné pour Léris à une époque où je découvrais la littérature alors que j'étais d'une immense ignorance. Et donc je l'ai beaucoup lu, je l'ai même connu, j'ai eu une correspondance avec lui. Et puis, il y a quelques années, lorsqu'on m'avait demandé de parler de lui lors d'une réunion où l'on fêtait, je crois, le 100e anniversaire de sa naissance, donc c'était en 2001, eh bien, lorsque j'ai essayé de le relire, là, j'ai vu que je m'étais beaucoup éloigné de son œuvre et que je ne communiais plus avec ce qu'il était, avec ce qu'il avait écrit, et j'ai osé le dire. Je ne sais pas si j'ai eu raison, mais pour il faudrait faire une nouvelle lecture, je crois. Oui, mais pour moi, ça a été très très douloureux d'avoir à dire cela. On rencontre Samuel Beckett. Oui. Alors, je ne sais pas si vous l'avez relu et que vous faites le même constat. C'est quelqu'un que vous avez connu, que vous avez un tout petit peu, rencontré. Oui, bien sûr. C'est Bram Van Vett qui m'avait poussé à le rencontrer. Et effectivement, ces 4 rencontres que j'ai eues avec Beckett ont été vraiment très importantes pour moi. Et après, bien, là encore aussi, j'avais évolué, et puis j'ai voulu me détacher de son œuvre et de cette grande figure. Hölderlin. Oui, alors Hölderlin, c'était également important, et ça l'est toujours.
J'avais eu la chance une fois de vivre plusieurs mois à Tübingen, qui est une ville où il a fait ses études, où il a été malade pendant très longtemps. Et donc, je l'ai lu, je l'ai beaucoup médité, je connais bien sa correspondance. Et c'est comme ça que j'avais eu l'idée d'écrire une pièce sur lui. Alors, l'écrivain que vous êtes, Charles Juliet, ne vit pas enfermé dans sa tour d'ivoire. On le voit à plusieurs reprises dans le journal, la réalité vous touche et même souvent vous blesse. Dès la première page, vous faites ce constat qui est très simple. La France est un pays riche et il y a des millions de chômeurs et le nombre des sans-abri ne cesse de croître, dont certains meurent de froid. Bien sûr, ça c'est vraiment une tragédie qui est inacceptable. Je me demande comment un pays aussi riche peut accepter que des gens vivent et meurent sur les trottoirs. On voit ça tous les jours, mais que faire quand on est simplement un petit individu? Sinon, évidemment, s'indigner et à l'intérieur de soi ne pas accepter une telle réalité. Apaisement, le livre de Charles Juliet est publié chez Pewell. Du jour au lendemain, Jean Richard Dufour, Anne Franchini, François Poirier, Alain Weinstein. Bonsoir.